Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'une des grandes énigmes de l'histoire de France qui complétera mon récit sur les mystères de l'île Sainte-Marguerite. Cette énigme, c'est celle de l'homme au masque de fer, sous le règne du roi Louis XIV, un masque qui n'était pas en réalité de fer, mais de velours, avec probablement des charnières métalliques. Mais vous parler du masque de fer, c'est aussi vous parler de celui qui fut son geôlier pendant plusieurs décennies et reste, selon moi, l'un des personnages clés de cette affaire. Il avait assuré au fort de Pignerol la garde de Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, emprisonné à vie pour enrichissement personnel dans l'exercice de ses fonctions et crime de lèse-majesté envers le roi de France Louis XIV. Il était apparenté par alliance au tout-puissant Louvois, ministre de la guerre, auquel il était entièrement dévoué. Incontestablement, Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars était l'homme qui convenait le mieux pour occuper le poste inconfortable de gouverneur du fort royal de Sainte-Marguerite. Ce fort, édifié en 1625 par Richelieu sur l'île Sainte-Marguerite, au large de Cannes, la plus grande des îles de Lérins, était depuis 1685 une prison d'État. C'est en mai 1687 que Saint-Mars est nommé gouverneur du fort, et il débarque sur l'île avec son prisonnier le plus célèbre, le fameux homme au masque de fer, dont l'histoire et l'identité mystérieuse ont fait jusqu'à nos jours l'objet de plusieurs milliers d'articles et de livres. Parmi les plus récents, en 2017, celui de Jean-Christian Petit-Fils, notre meilleur historien de l'Ancien Régime, et en 2018, le masque de fer de Marie Delorme, qui s'attacha à décrypter les inscriptions et les dessins portés sur la fonte d'un canon armorié immergé au pied du fort Sainte-Marguerite et ramené par deux plongeurs sous-marins, un canon fabriqué à la demande du duc de Maine, fils de Louis XIV et de Madame de Montespan. Le masque de fer fut également le sujet de plus de 20 romans, dont celui d'Alexandre Dumas, le vicomte de Bragelonne, de 7 pièces de théâtre, dont un drame de Victor Hugo, Les Jumeaux, d'une pièce de Maurice Rostand, d'une vingtaine de films de Cap et d'Épée, l'un des derniers datant de quelques années étant le film de Randall Wallace, réunissant Gérard Depardieu et Leonardo DiCaprio, et d'une dizaine de colloques internationaux. Je disais que Saint-Mars avait débarqué sur Sainte-Marguerite avec son prisonnier, l'homme au masque de fer. Il était en effet son geôlier à Pignerol, puis au fort d'Exil dans les Alpes. Comme il avait écrit en juin 1681 à son ami, l'ambassadeur de France à Turin, l'abbé d'Estrade, « J'aurai en garde à Exil 2 merles que j'ai ici, à Pignerol, lesquels n'ont point d'autre nom que messieurs de la tour d'en bas. » Les 2 merles qu'il évoque, ce sont le masque de fer et un autre prisonnier, un certain Larivière. L'une des toutes premières mentions qui ait été faite du prisonnier au masque de fer se trouve dans un petit livre anonyme, Mémoire secret pour servir à l'histoire de Perse, qui a été publié à Amsterdam en 1745.
J'ai eu la chance de consulter l'un des rares exemplaires de cet opuscule encore en circulation. C'est en fait une subtile satire des intrigues politiques et galantes de la cour de Louis XIV sous des noms persans. On y raconte une visite du régent à un prisonnier d'État masqué. Ce prisonnier, transféré à la citadelle d'Ormuz, le fort de l'île Sainte-Marguerite, puis dans celle d'Ispahan, la Bastille, n'est autre que le comte de Vermandois, fils de Louis XIV et de Louise de la Vallière, incarcéré pour avoir donné un soufflet au dauphin et qu'on avait fait passer pour mort de la peste. Le commandant de la citadelle d'Ormuz, disent ses mémoires, traitait son prisonnier avec le plus profond respect. Il le servait lui-même et prenait les plats à la porte de l'appartement des mains des cuisiniers. Aucun n'avait jamais vu le visage de Giafer, le comte de Vermandois. Le prince s'avisa un jour de graver son nom sur le dos d'une assiette avec la pointe d'un couteau. Un esclave, entre les mains de qui tomba cette assiette, crut faire sa cour en la portant au commandant et se flatta d'en être récompensé. Mais ce malheureux fut trompé dans son espérance, et l'on s'en défit sur le champ afin d'ensevelir avec lui le secret d'une si grande importance. Giafer resta plusieurs années dans la citadelle d'Ormuz. On ne la lui fit quitter pour le transférer dans celle d'Ispahan que lorsque Shah Abbas, Louis XIV, en reconnaissance de la fidélité du commandant, lui donna le gouvernement de celle d'Ispahan. On prenait la précaution, autant à Ormuz qu'à Ispahan, de faire mettre un masque au prince lorsque, pour cause de maladie ou pour tout autre sujet, on était obligé de l'exposer à la vue. Plusieurs personnes dignes de foi ont affirmé avoir vu plus d'une fois ce prisonnier masqué et ont rapporté qu'il tutoyait le gouverneur qui, au contraire, lui rendait des respects infinis. C'est Voltaire, le tout premier, qui va lancer sur la place publique la légende en consacrant à l'homme au masque de fer une partie du chapitre 25 du siècle de Louis XIV, publié en 1751. Affirmant que le personnage a été arrêté en 1661, année de la mort de Mazarin, il est le premier à mentionner le détail, propre à exciter l'imagination, du masque dont la mentonnière avait des ressorts d'acier qui lui laissaient la liberté de manger avec le masque sur le visage, en ajoutant « On avait ordre de le tuer s'il se découvrait ». Voltaire affirme également que le prisonnier était traité avec des égards extraordinaires, qu'on faisait de la musique dans sa cellule, et que son plus grand goût était pour le linge d'une finesse extraordinaire et pour les dentelles. En 1752, la réédition du siècle de Louis XIV ajoute l'anecdote de l'assiette d'argent sur laquelle le prisonnier inscrit son nom et qu'il lance par la fenêtre de la prison. Retrouvé par un pêcheur illettré, ce dernier l'aurait rapporté au gouverneur qui lui aurait dit, après s'être assuré qu'il n'avait pu déchiffrer l'inscription, « Allez, vous êtes bien heureux de ne pas savoir lire. » En 1769, dans son traité des différentes sortes de preuves qui servent à établir la vérité dans l'histoire, le père Griffet, 1698-1771,
donner les précisions suivantes. Le souvenir du prisonnier masqué s'était conservé parmi les officiers, soldats et domestiques de cette prison, et nombre de témoins oculaires l'avaient vu passer dans la cour pour se rendre à la messe. Dès qu'il fut mort, on avait brûlé généralement tout ce qui était à son usage, comme linge, habits, matelas, couvertures. On avait regratté et blanchi les murailles de sa chambre, changé les carreaux et fait disparaître les traces de son séjour, de peur qu'il n'eût caché quelques billets ou quelques marques qui eût fait connaître son nom. Le prisonnier était donc arrivé avec Saint-Mars, son geôlier, et il le suivit quand Saint-Mars devint gouverneur de la Bastille en 1698. Cela est confirmé par une autre entrée du registre d'écrou le 18 septembre 1698. Du jeudi 18 septembre à 3 heures après-midi, M. de Saint-Mars, gouverneur du château de la Bastille, est arrivé pour sa première entrée venant de son gouvernement des îles Sainte-Marguerite et Honorat, ayant avec lui dans sa litière un ancien prisonnier qu'il avait à Pignerol, lequel il fait tenir toujours masqué, dont le nom ne se dit pas, lequel prisonnier sera servi par M. de Rosargues, que M. le gouverneur nourrira. Il est intéressant de revenir quelques instants sur l'un des personnages clés de cette affaire qu'évoque le père Griffet, M. Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, dont j'ai parlé dès le début de ce récit. Fils de Louis d'Auvergne, écuyer, officier de la papeterie du roi, et de Marie Garot, fille du seigneur de Blainvilliers, Bénigne d'Auvergne est né dans les Yvelines en 1708. Très tôt orphelin, roturier, enfant de troupe devenu soldat, il gravit péniblement les échelons et entre à l'âge de 24 ans dans la compagnie des mousquetaires où, par chance pour lui, il est remarqué et pris en affection par son capitaine D'Artagnan. Celui-ci le recommande au roi Louis XIV et il participe avec lui à l'arrestation du surintendant Fouquet. Il est alors anobli par le roi et peut ajouter à son nom de guerre, comme c'était l'usage, de Saint-Mars. Il obtint ensuite, en décembre 1664, le commandement du donjon de Pignerol, où il aura la délicate mission de détenir Fouquet, mais également Lauzun, puis plus tard il fut choisi par Louvois, comme on l'a vu précédemment, pour assurer la garde de l'homme au masque de fer. À propos de ce mystérieux prisonnier, des dizaines d'identifications ont été proposées depuis le XVIIe siècle. Le masque de fer était-il le frère jumeau de Louis XIV, version de Voltaire, que nous avons évoqué précédemment, ce qui aurait expliqué qu'on cache son visage autant que son nom. Le fils de Louis XIV et de Louise de la Vallière, un fils indésirable d'Anne d'Autriche, le duc de Beaufort, si l'on en croit le poète dramatique Lagrange Chancel, qui avait lui-même été incarcéré aux îles de Lérins, dans une lettre qu'il écrivit à Fréron. James de la Cloche, fils illégitime de Charles III d'Angleterre. Le bel Henri II de Guise, prince de Joinville et frère de Marie de Lorraine, dite Mademoiselle de Guise. Voire même Molière, comme le soutint sérieusement l'érudit bordelais Anatole Loquin. Le mystère excita et continue d'exciter l'imagination des hommes. Il semblerait que M. de Saint-Mars ignorait tout de l'identité de son prisonnier, mais il souhaitait la connaître.
En janvier 1688, il écrit à Louvois: On dit que mon prisonnier est le duc de Beaufort, d'autres disent que c'est le fils de Cromwell. Il semblerait que Louvois, malgré la confiance qu'il accordait à Saint-Mars, ne satisfera jamais sa curiosité. Mais revenons à la première thèse, celle que va commencer à développer Voltaire 20 ans après avoir lancé l'affaire en 1751, à savoir que le masque de fer était sans doute le frère jumeau de Louis XIV. Celle-ci sera progressivement complétée et dévoilée par le philosophe des Lumières à travers les éditions successives du siècle de Louis XIV et de son supplément 1751, 1752, 1753, à la suite de l'essai sur l'histoire générale 1763 et aux questions sur l'encyclopédie 1770 et 1771. Pour ajouter encore au piment de l'histoire, Voltaire précisa par la suite que c'était en fait le frère aîné, le premier venu au monde, que, pour une raison mal élucidée, Anne d'Autriche et Mazarin auraient écarté du trône et élevé dans un lieu secret jusqu'à ce que à la mort de Mazarin, Louis XIV découvre le poteau rose et décide de prendre des précautions supplémentaires pour que l'affaire ne puisse être découverte. Marcel Pagnol, notre Marcel Pagnol, que l'on peut s'étonner de retrouver dans cette histoire, s'intéressa beaucoup à l'affaire et l'étudia de près. S'appuyant notamment sur les circonstances de la naissance de Louis XIV, il en arriva à la conclusion que le masque de fer était bien un jumeau, mais né en second, soit le cadet, et qui aurait été dissimulé pour éviter toute contestation sur le titulaire du trône. Les historiens qui rejettent cette thèse, dont Jean-Christian Petit-Fils, mettent en avant les conditions de l'accouchement de la reine. Celui-ci avait lieu en public, devant les principaux personnages de la cour. Or, selon Marcel Pagnol, juste après la naissance du futur Louis XIV, Louis XIII entraîne toute la cour à la chapelle du château de Saint-Germain pour célébrer en grande pompe un Te Deum, événement relaté par Dumont, témoin de la scène, dans le supplément au Corps universel diplomatique, tome 4. Ce qui est contraire aux usages qui veut que cette cérémonie se déroule plusieurs jours après les couches. Cela aurait permis à la reine de rester seule avec sa sage-femme qui aurait mis au monde le second enfant. Camille Bartoli, en 1977, identifie le masque de fer au bel Henri II de Guise, prince de Joinville, sorte de Don Juan aventurier qui n'hésitait pas, devant un duel ou une expédition militaire, et rivalisait avec le roi Soleil par sa démesure et par sa splendeur. Pour l'historien anglais Roger MacDonald, auteur de The Man in the Iron Mask, en 2005, le masque de fer ne serait autre que le fameux mousquetaire d'Artagnan. Blessé à Maastricht en 1673, il aurait été envoyé à Pignerol, le masque de fer lui permettant de ne pas être reconnu par les mousquetaires qui gardaient les prisons. La preuve serait la qualité du livre Mémoires de M. d'Artagnan, écrit vers 1700 par Gatien de Courtils de Sandras, 1644-1742. Celui-ci
a passé 9 ans à la Bastille entre 1702 et 1711. Selon Roger MacDonald, D'Artagnan aurait lui-même inspiré ce livre, ce qui prouverait qu'il était, avec Courtils de Sandras, à la Bastille. Une autre thèse séduisante est mise en 1978 par Pierre-Marie Dijol et la suivante. Marie-Thérèse aurait eu une fille adultérine avec un esclave noir, le nain dahoméen Nabot. Cette fille serait la Mauresse de Morée, une bénédictine qui eut sur le tard la conviction d'être de sang royal, dont elle reçut pendant des années la visite de membres de la famille royale. Saint-Simon parle dans ses mémoires de la négresse de Morée, mais il ne donne pas d'explication sur ces royales visites. Certains ont émis l'hypothèse qu'on prêtait des dons de voyance à la Mauresse. J'aborderai prochainement cette autre grande énigme du règne du roi Soleil. Le nain Nabot a ensuite disparu de la cour royale, et Pierre-Marie Dijol en fait le masque de fer. Mais cette hypothèse ne tient pas la route pour deux raisons principales. Divers témoignages indiquent que le masque de fer était plutôt de grande taille, et aucun témoignage ne parle d'une peau de couleur noire. En 1890, un commandant qui étudiait les campagnes de Catinat confia au commandant Étienne Bazery, expert en cryptanalyse pour l'armée française, un ensemble de papiers chiffrés. Après 3 années d'efforts, le chiffre se révélant particulièrement rebelle face aux techniques modernes de déchiffrement, Bazery affirma avoir cassé le code secret et trouvé dans une lettre de Louvois au maréchal Nicolas de Catinat, datée du 24 août 1691, la clé de l'énigme du masque de fer. Le chiffre en question est parfois appelé grand chiffre de Louis XIV ou plus simplement grand chiffre. Alors, selon lui, la missive se traduisait ainsi. Je suppose qu'il n'est pas nécessaire de vous dire avec quel déplaisir Sa Majesté a accueilli la nouvelle du refus catégorique du général Bulonde d'obéir à ses ordres, ainsi qu'au vôtre, en prenant sur lui de lever le siège de Cogny. Sa Majesté connaît mieux que quiconque les conséquences de cet acte, et elle se rend compte également de la gravité du préjudice que la perte de la place va occasionner à notre cause, une affaire manquée qui doit être réparée au cours de l'hiver. Sa Majesté vous mande d'arrêter immédiatement le général Bulonde et de le conduire à la forteresse de Pignerol pour y être écroué, gardé à vue la nuit et autorisé à se promener sur les remparts le jour, le visage recouvert d'un 330-309. Bazery conjecturera que la séquence 330-309, qui ne se trouvait nulle part ailleurs dans les papiers de Catinat, signifiait masque, et publia en 1893 un livre détaillant son hypothèse. Selon lui, le fameux prisonnier aurait donc été Vivian Labbé, seigneur de Bulonde, lieutenant général de l'armée française. Les faits rapportés sur Bulonde et son insubordination à Cogny, en italien Cuneo, sont véridiques. Reste à savoir pourquoi chiffrer un tel ordre alors que Bulonde était coupable de désobéissance. Pourquoi le garder au secret alors que le motif de son arrestation était parfaitement légitime?
Des historiens démontrèrent au demeurant que Bulonde était encore vivant en 1708, 5 ans après la mort du masque de fer. Des experts militaires du chiffre remirent en cause les conjectures de Bazery, comme Émile Arthur Soudard et André Lange dans leur traité de cryptographie en 1935. Enfin, si c'est bien en 1691 que Bulonde a été emprisonné à Pignerol, cela fait longtemps que Saint-Mars et le masque de fer n'y étaient plus. Parmi les autres noms cités, sinon les plus crédibles, se trouve Fouquet lui-même, hypothèse audacieuse avancée par l'historien Pierre-Jacques Arez dans les années 1970. Sachant que le masque de fer mourut en 1703 et que Fouquet est né en 1615, s'il avait été le masque, il serait donc mort à près de 90 ans, chose improbable à l'époque pour un prisonnier. Pour d'autres, le masque de fer serait en fait le comte de Vermandois, qui nous ramène au petit livre dont j'ai parlé précédemment, Mémoire secret pour servir à l'histoire de Perse. Fils naturel de Louis XIV et d'une de ses favorites, Louise de la Vallière, le comte de Vermandois aurait été arrêté sur ordre du roi à la suite d'un crime de lèse-majesté. Le bâtard aurait eu l'audace de souffleter son demi-frère, le dauphin. Sous la Révolution, un journaliste raconte également la découverte à la Bastille d'un manuscrit identifiant le masque de fer au comte de Vermandois. Une piste retenue par la suite dans l'ouvrage du père Griffet de la Bastille. Le corps du comte, inhumé, aurait été retrouvé dans le chœur de la cathédrale d'Arras, une découverte qui met un terme à toute autre spéculation. D'après certains historiens, le prisonnier aurait été un agent double, un proche du duc de Mantoue, le comte Ercole Mattioli, emprisonné pour avoir trahi la confiance de Louis XIV en révélant la négociation secrète de la vente de la place forte de Casale en Italie à la France. Cette thèse, sans doute l'une des plus crédibles, s'appuie sur le registre d'écrou du cimetière Saint-Paul où fut inhumé le corps du masque de fer. Ce registre porte en effet le nom de Marchiali ou Marchioli, une possible déformation du patronyme du comte Ercole Mattioli. Si Mattioli a bien existé et a bien été emprisonné, il semble qu'il soit décédé en 1694, bien avant le masque de fer. Le nom de Mattioli aurait donc été porté sur le registre d'écrou afin de brouiller les pistes. Enfin, selon Jean-Christian Petit-Fils, le masque de fer ne serait en fait qu'un simple valet, un certain Eustache d'Angers, que le marquis de Saint-Mars aurait masqué afin de faire croire à ses troupes qu'il s'occupait d'un prisonnier d'importance. Une simple mascarade donc, montée par un gouverneur en manque de reconnaissance. Cette thèse reste aujourd'hui la plus probable. Le mystère demeure néanmoins entier quant à l'identité de cette Eustache blanche d'Angers et aux raisons de son emprisonnement. Le valet aurait certainement été détenteur d'un secret d'État, empêchant les autorités de le juger en public. Mais lequel? Valet de Fouquet, il aurait pu être au courant d'un projet d'assassinat de Colbert par Louvois. Valet de la cour d'Angleterre,
de la possible conversion du roi. Sans preuve valable, le mystère demeure entier. En 1698, Saint-Mars, le geôlier du masque de fer, se voit attribuer le gouvernement de la forteresse, la Bastille. Magnifique reconnaissance de ses bons et loyaux services en tant que gardien exemplaire. Reconnaissance peut-être un peu tardive. Son prisonnier favori est alors transféré de Sainte-Marguerite à la Bastille. Dans les instructions de Louvois, il n'est jamais question d'un masque de fer ou de velours, ni même de cacher le prisonnier, mais seulement de l'empêcher de communiquer. Saint-Mars suit scrupuleusement ses consignes et son prisonnier est enfermé durant le transfert dans une voiture fermée avec de la toile cirée. Il s'arrêta avec son prisonnier dans son château de Palteau, à Armaux, dans l'Yonne, où il résidait souvent. Puis la voiture, toujours hermétiquement verrouillée et dissimulée, reprit la route. Mais cette mise en scène spectaculaire produisit un effet inattendu. Elle excita la curiosité publique et confortera la légende autour de l'illustre prisonnier inconnu. On peut s'interroger, tout ce déploiement de force et de sécurité pour un simple valet. En 1691, Louvois meurt. Son fils, le marquis de Barbézieux, lui succède. Et son prisonnier, et son premier soin est d'écrire à Saint-Mars au sujet de son mystérieux prisonnier. Lorsque vous aurez quelque chose à me demander pour votre prisonnier, qui est sous votre garde depuis 20 ans, je vous prie d'user des mêmes précautions que vous employiez quand vous écriviez à M. de Louvois. Eustache d'Angers, ayant été incarcéré en 1669, 22 ans plus tôt, Barbézieux semble désigner d'Angers comme étant le masque de fer. Et c'est lui qui est considéré d'ailleurs aujourd'hui par la plupart des historiens comme le masque de fer. Il faut savoir que depuis la mort de Fouquet et le départ de Lauzun, Saint-Mars n'a plus sous sa garde que des détenus secondaires. Seul le masque de fer, avec le mystère qui l'entoure, continue à lui donner une certaine importance. Il va donc tout faire pour continuer, à travers lui, à tenir le devant de la scène, d'où le masque, qui est une initiative du seul Saint-Mars. J'insiste sur ce point, une initiative du seul Saint-Mars. Voilà qui peut vous paraître un peu décevant, mais force est de constater que vraisemblablement toute cette affaire venait en grande partie d'un directeur de prison trop zélé ou trop ambitieux, à savoir M. de Saint-Mars, en quête de notoriété et de reconnaissance, et qui voulait, à travers un de ses détenus, faire parler de lui. Et à force de manigance, il faut bien reconnaître qu'il réussira au-delà de toutes ses espérances. En fait, et cette constatation nous servira de conclusion, le masque ne cachait rien d'autre que du vide. Tout était faux, tout n'était qu'illusion. Encore faut-il accepter cette hypothèse selon laquelle Saint-Mars aurait manipulé l'opinion publique en faisant croire et en laissant supposer que cet Eustache d'Angers était un personnage important, proche de la famille royale, et pourquoi pas même l'un de ses membres. Plus de 300 ans après sa mort, Saint-Mars
ne nous a pas encore tout révélé de ce qu'il savait sur son énigmatique prisonnier. Et aujourd'hui encore, de nombreux chercheurs analysent et décortiquent tous les documents, plus de 800 courriers et papiers personnels, que l'on croyait perdus et que l'on a retrouvés pour une part non négligeable dans le fort de l'île Sainte-Marguerite en 2015. Peut-être nous apprendront-ils plus un jour sur son mystérieux prisonnier et répondront-ils aux questions que l'on continue à se poser sur lui. Peut-être aussi nous dévoileront-ils l'origine de l'immense fortune de Saint-Mars, évaluée à plus de 2 millions de livres, qui échurent à ses 3 neveux, ses 2 fils étant morts avant lui, sans postérité, de même qu'ils héritèrent de son château de Dixmont, dans l'Yonne, entre Joigny et Villeneuve-sur-Yonne, à une dizaine de kilomètres de Sens, et de son autre château de Palto, où séjournera quelques jours le masque de fer en 1698 lors de son transfert de Sainte-Marguerite à la Bastille. À bientôt donc peut-être pour d'éventuelles nouvelles révélations. Je vous remercie.